Laurent Bonnefoy, qui est chercheur au CNRS, aux séries, à Paris, à l'IEP. Mais c'est un petit nouveau aux séries. Il a auparavant une carrière qui l'a conduit à faire un doctorat d'État entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, qui était son premier grand terrain, qui s'est traduit par un ouvrage, et comme il va très vite dans toutes les étapes, il a directement écrit en langue anglaise, et vous verrez l'ouvrage issu de cette thèse présenté à l'entrée de la librairie. Après son terrain yéménite, qui est resté son premier ancrage fort, Laurent est son terrain yéménite qui avait été un vrai terrain puisqu'il avait été s'immerger dans une institution d'enseignement au cœur du Yémen du Sud. C'est le Sud, hein, c'est le Yémen du Sud, donc c'était une thèse de terrain. Et puis ensuite, il a été, Laurent, recruté à l'Institut français du Proche-Orient dans une antenne que nous avons ouvert relativement récemment, qui est celle de Jérusalem. Jérusalem étant la porte d'entrée dans les territoires palestiniens. L'Institut français du Proche-Orient répond aux mêmes besoins que remplit l'Institut français le CFRJ, le Centre de recherche français de Jérusalem, qui lui est ouvert sur le côté israélien. Donc Laurent a eu une partie de sa carrière ensuite en Palestine, mais la victoire de le succès de sa candidature au CNRS l'a prématurément rappelé à la terre natale, et il anime depuis. Nous animons ensemble, peut-être on peut le dire. Nous allons commencer à animer ensemble un projet européen relativement important, parce que quand les Européens financent, c'est plus large que les institutions strictement nationales. Donc nous animons ensemble un programme qui s'appelle, encore de l'anglais, on n'y peut rien, mais When Authoritarianism Fails in the Arab World, lorsque l'autoritarisme échoue dans le monde arabe, donc qui va l'amener à revisiter un petit peu, enfin à visiter une grande partie des terroirs des printemps qu'on a évoqués ce matin. La thématique de l'université aujourd'hui est en relation avec un ouvrage qu'a co-dirigé Laurent, et dont il va nous parler, qu'a co-dirigé Laurent avec Myriam Catus, quelqu'un qui est chercheur à l'IREMAM d'Aix-en-Provence, mais qui va, elle aussi, passer par l'Institut français du Proche-Orient. Cet ouvrage, il aborde la problématique qu'on a évoquée ce matin, qui est celle de s'intéresser aux jeunesses arabes, sous un angle particulier, qui est un prisme qui est inhabituel, et donc qui peut réserver des surprises intéressantes sur le plan des connaissances, qui est l'angle des loisirs. Hein, donc c'est une porte d'entrée dans ce moment de la situation sociale, politique, économique du monde arabe, par le prisme de la façon dont les jeunes occupent leur temps libre. Je vais, cher Laurent, te laisser la parole et disparaître, non pas parce que tu ne supportes pas que je sois à côté de toi, mais pour ne pas amputer l'écran des images que tu vas nous projeter. Je vais garder ce micro. Merci à vous d'être parmi nous. Merci à François, merci à l'équipe de l'IREMO pour cette opportunité offerte de finalement tester un petit peu un certain nombre des conclusions qui sont celles d'un projet. Alors j'avais préparé un peu une feinte en disant que c'était toujours un petit peu difficile de passer après quelqu'un, notamment de François Burgat, et qu'en l'écoutant, j'étais un peu jaloux de la primeur qui lui était offerte d'inaugurer cette journée, d'autant plus que finalement les les titres qui ont été donnés à nos interventions ont été laissés de façon assez volontaire, lâche, quoi. Ils ont été suffisamment larges, et qu'une des difficultés quand on parle de la jeunesse, c'est que justement il faut essayer de trouver un fil conducteur. Alors ce fil conducteur, François vous l'a présenté.
donc c'est celui du rapport au loisir. Et donc, comme il vous l'a dit, ce fil conducteur-là, jeunesse arabe et loisirs, est le fruit d'un projet éditorial que je mène depuis environ un an avec Myriam Catus et qui doit donner lieu en septembre prochain à la publication d'un ouvrage. Vous avez ici les différentes couvertures auxquelles vous allez vraisemblablement échapper, notamment parce que le titre a évolué et est maintenant Jeunesse arabe, du Maroc au Yémen, les loisirs d'une génération. En fait, ce projet nous a été soufflé ou est le fruit de discussions que j'avais pu avoir avec Thomas Delton, que nombre d'entre vous connaissez sans doute, qui travaillait à l'IREMO avant. Il prend la forme d'un ouvrage collectif dans lequel on a 38 contributions qui couvrent 16 pays très exactement et tout un tas de thématiques. Alors cette approche par les loisirs nous a semblé initialement originale. Elle est originale parce qu'à notre connaissance, on n'a pas d'ouvrage sur la région qui traite directement de cette question. Elle est originale, mais il faut en même temps qu'elle soit stimulante. Et elle l'est, notamment parce que l'entrée par les loisirs permet d'aborder tout un tas de problématiques. Alors quand on parle des loisirs, on parle aussi de façon indirecte ou directe de l'emploi, du chômage, de la famille, du rapport à la religion, à l'engagement politique, ou du rapport entre les genres et du rapport à l'altérité. Alors au cours de l'heure qui vient, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de conclusions qui sont tirées de ce projet, donc pas seulement de mon travail, mais d'un travail qui a été largement collectif. Et ce travail permet de développer un certain nombre de pistes de réflexion qui viennent bousculer des clichés. Une première série de clichés peut être considérée comme liée à ce qu'on appelle l'orientalisme. C'est des clichés qui sont ancrés depuis de nombreuses années, mais de façon aussi intéressante, et ça rejoint ce que François Burga a explicité ce matin, c'est-à-dire qu'on a eu aussi depuis 2011 des nouveaux clichés qui ont été relancés et qui se sont développés sur la nature supposée de la jeunesse, des jeunesses arabes aujourd'hui, qu'on a tendance à opposer de façon sans doute un peu rapide aux générations précédentes ou aux catégories politiques qui sont stigmatisées. Alors, la catégorie des jeunesses arabes a connu, donc depuis essentiellement 2011, un renversement qui est particulièrement intéressant. En effet, le temps de ce qu'on a appelé les printemps arabes, on a vu émerger une nouvelle figure, les jeunes, et ces jeunes-là ont été érigés en tant que héros modernes de ces révolutions-là. Ils ont été érigés également en symboles, en exemples, non seulement dans le monde arabe, mais largement au-delà. Également, quand on regarde les figures fortes qui ont émergé dans les différents pays, on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux, ou la plupart d'entre eux, sont de fait des jeunes. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y a bien évidemment Tawakkol Karman, qui est yéménite, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2011, qu'elle partageait avec deux femmes du Libéria, mais c'est une figure forte qui, dans le contexte yéménite, est une figure également extrêmement marquante, puisque l'image qu'on a généralement du Yémen, c'est plutôt d'une société, et à raison, qui est extrêmement dure avec les femmes, mais on a eu également d'autres
d'autres figures qui ont émergé. On peut penser à Lina Benmeni, qui avait écrit l'ouvrage Tunisian Girl, qui elle est née en 1983 en Tunisie et qui a été un succès de librairie en France. On a également la figure Wael Roneim, qui est égyptien, qui lui est né en 1980 et qui a été, vous vous souvenez, l'employé de Google, qui a été désigné comme la personne par le Time Magazine, la personne la plus influente de l'année 2011. Donc on a des figures comme ça qui ont émergé. On peut également penser à un certain nombre de martyrs, bien évidemment Mohamed Bouazizi, qui lui était né en 1984. On a Khaled Saïd en Égypte. Et puis, dans le cas syrien, on a Hamza Al-Khatib qui lui était né en 1987. Donc on voit bien que sur l'ensemble des terrains, la figure de la jeunesse a été extrêmement surinvestie. Et que ce surinvestissement-là a largement dépassé les frontières de la région du monde arabe. Et que également, dans un certain nombre de contextes dans lesquels on pensait que finalement la figure dominante était celle d'une figure stigmatisante de la jeunesse, eh bien non, si on regarde même dans les faubourgs de Tel Aviv, au moment où il y a eu ce qu'ils ont appelé le printemps israélien, et également à Manhattan, dans le contexte de Wall Street, là, enfin je sais plus comment. Occupy Wall Street, voilà. Les figures des jeunesses arabes étaient largement valorisées. Alors, cette valorisation se poursuit malgré tout quand on voit la capacité de l'espace médiatique occidental à valoriser un certain nombre d'actions, d'entreprises qui aujourd'hui se développent dans le monde arabe. On peut voir autour de vous cette valorisation en arrière-plan, là, l'exposition qui traite justement des mouvements de femmes. On a un certain nombre d'initiatives qui sont extrêmement valorisées dans l'espace médiatique. On a eu également toute la discussion, je ne sais pas si vous avez vu passer il y a quelques semaines, autour de la réappropriation par un certain nombre de jeunes en Tunisie et en Égypte particulièrement des vidéos du Harlem Shake, qui étaient des danses totalement désordonnées, etc., et qui montraient que justement, finalement, on avait eu un basculement extrêmement visible de l'image. Aujourd'hui, si on va demander à des gens qui ne sont pas nécessairement concernés quelle image ils ont de la jeunesse, ça va généralement être une image qui est sans doute davantage positive qu'il y a quelques mois. Alors, ce basculement-là, qui tranche de façon tout à fait singulière avec des images qui étaient extrêmement fortes, extrêmement ancrées, et qui s'étaient développées particulièrement dans le sillage du 11 septembre. Alors, avant les soulèvements de 2011, c'est un fait que les diagnostics qui étaient portés, y compris dans les sciences sociales, par les sciences sociales sur la région et sur l'état de la jeunesse, étaient des diagnostics qui en général étaient plutôt pessimistes. On avait par exemple la question démographique. Les démographes s'accordaient généralement à considérer qu'on était dans une situation de crise, que certes la transition démographique était engagée, mais qu'elle était engagée de façon extrêmement différente d'un pays à l'autre. Si on prend les chiffres par exemple de la Tunisie, on avait un taux de fécondité en 2010 de 2,8 enfants par femme, alors qu'il atteignait 4,8 au Yémen. Cet état de fait d'une crise démographique, etc., faisait que les sociétés étaient des sociétés extrêmement jeunes. Il reste des sociétés extrêmement jeunes. Parmi les plus jeunes du monde, et la région du monde arabe, si on prend de façon globale, se place derrière l'Afrique subsaharienne. Ainsi, quand on prend l'âge médian, qui est un indicateur qui est extrêmement pertinent, qui fixe un âge au-dessus duquel 50%, au-dessus duquel on trouve 50% de la population, et en dessous duquel on trouve les autres 50%.
Et donc cet âge médian est extrêmement bas. Quand on prend le Yémen, qui est le pays le plus jeune, on est un âge médian à 16,4 ans. C'est-à-dire qu'il y a 50% de la population qui a aujourd'hui moins de 16 ans. Alors que dans le pays arabe le plus âgé est le Qatar, où on est à un âge médian à 31 ans. Alors que si on compare avec la France, par exemple, on est à quasiment 40 ans comme âge médian. Donc c'est des indicateurs qui sont extrêmement forts, qui montrent que, de fait, on a des sociétés jeunes, et que cette jeunesse a un certain nombre d'implications en termes pose un certain nombre de problèmes, notamment parce que ça implique des investissements forts en termes de logement, ça implique un investissement dans l'éducation, etc. Et donc, cette jeunesse de la population pose un certain nombre de problèmes et place la région dans une crise. Alors, cette crise-là était considérée comme sous un angle excessivement pessimiste. On a peut-être un contre-exemple qui a été largement médiatisé, c'est bien évidemment les travaux de Youssef Courbage et Emmanuel Todd dans l'ouvrage Le Rendez-vous des civilisations, qui là apporté une approche beaucoup plus optimiste et qui a rétrospectivement été considéré comme d'une certaine manière visionnaire par rapport à la situation des printemps arabes. Alors, dans ce contexte de crise démographique, dans ce contexte de sociétés qui sont excessivement jeunes, on a eu des figures avant 2011 qui étaient beaucoup plus prégnantes que celles qui se sont développées après, de jeunesse ouverte, dynamique, branchée sur Internet, etc. Et ces figures prégnantes, très ancrées dans l'imaginaire, elles tournaient autour de la question des diplômés chômeurs, des jeunes souvent désœuvrés, des problèmes liés à la frustration du recul qui est consécutive au recul de l'âge du mariage, etc. Et tous ces stéréotypes-là aboutissent aussi à la figure du jeune arabe terroriste qui finalement est manipulé par des entrepreneurs fanatiques, etc. Alors on voit bien qu'on a eu donc on a deux moments forts. On a eu un renversement. Alors ce renversement, on peut considérer qu'il est excessivement conjoncturel, que finalement ce qui compte encore aujourd'hui, c'est les stéréotypes, c'est l'idée d'une crise, etc. Alors certes, mais il faut bien essayer de comprendre qu'on n'est pas dans une situation finalement de l'un ou l'autre. C'est pas les stéréotypes qui sont justes sont ceux de 2011 face à des stéréotypes qui seraient faux. Il faut essayer d'avoir une approche nuancée par rapport à ces deux images-là. Et essayer de comprendre ce qu'elles révèlent justement des sociétés. Alors, il serait, je veux dire, si on veut critiquer les stéréotypes qui existaient, je veux dire avant 2011, il faut aussi accepter que ceux d'après 2011 ne sont pas justes. Je veux dire, on ne peut pas aborder la société uniquement à travers le jeunisme, à travers l'innovation, à travers l'idée de révolte permanente. Les jeunes, justement, n'incarnent pas systématiquement cette approche-là et ce dynamisme. Alors, pour aborder les jeunesses arabes, il est, je pense, très important d'utiliser le pluriel, de se dire que on n'a pas une jeunesse, mais qu'on a plusieurs jeunesses, toute une série qui sont finalement caractérisées par des histoires, des rêves et des difficultés qui sont différentes et qui sont liées à leur propre trajectoire, à leur propre identité, aux questions de genre, etc. Alors, donc les sciences sociales ont largement mis en avant cette question ont largement mis en garde
contre l'utilisation du label englobant de jeunesse. On pense tous au texte de Pierre Bourdieu qui dit la jeunesse n'est qu'un mot. C'est certes vrai. Dans le même temps, il est, je pense, important d'essayer d'avoir une approche qui n'est pas seulement une approche qui va condamner le mot et dire finalement la jeunesse n'existe pas, mais de réfléchir à ce qui caractérise justement cette période un peu particulière. Certes, on dit il y a tout un monde de possibles quand on est jeune, mais dans le même temps, il y a un certain nombre d'invariants qui existent, et on peut considérer que finalement, au-delà des bornes qui seraient des bornes biologiques, on a tendance à dire oui, la jeunesse c'est de 15 à 25 ans. Cette période-là se caractérise bien par une forme de transition, et qu'on a d'un côté une porte d'entrée qui serait qu'on pourrait considérer comme étant l'éveil à la sexualité, qui fait entrer dans la période de la jeunesse, et puis une sortie de rôle du jeune qui serait liée à l'installation dans l'emploi, l'horizon du mariage ou la perspective de l'autonomie. Alors là où le problème se pose, c'est que dans les pays de la région, on a un certain nombre de données démographiques, de données sociologiques qui viennent repousser un certain nombre de ces entrées dans le mariage, dans l'emploi installé, etc. Et donc, finalement, le temps de la jeunesse a tendance à s'étirer. Cette phase qui devait être une phase de transition s'étire et vient, pour un certain nombre d'individus, quasiment attendre, repousser jusqu'à l'entrée de la quarantaine, etc. Donc on s'était retrouvé avec l'ensemble des auteurs à questionner justement la pertinence de cette variable biologique, et de se dire que finalement c'est pas une variable biologique qui est importante, mais c'est bien plus une variable qualitative qui est liée justement à ces expériences d'une transition. Alors, juste pour faire le point sur les travaux qui existent. Alors, les travaux sur la jeunesse dans le monde arabe sont nombreux. Alors, ils ont eu un certain nombre de portes d'entrée bien particulières. Une des principales a trait à la question de l'emploi. On a eu beaucoup de rapports ou d'ouvrages qui traitent de l'employabilité des jeunes, d'une forme d'inadéquation entre leur formation et puis le marché du travail. On a également toutes les logiques migratoires aussi, et les logiques de rapport à l'ailleurs qui ont particulièrement été développées, qui sont devenus des objets de prédilection. Alors c'est des objets de prédilection notamment des géographes, mais aussi des sociologues qui étudient fréquemment des destins individuels, qui s'intéressent finalement aux mobilités, qu'elles soient des mobilités choisies ou imposées, qu'elles soient liées à des projets migratoires conscients pour essayer d'aller chercher une meilleure situation ailleurs, ou bien qu'elles soient liées à une fuite, une situation de réfugié, etc., qui s'impose de façon plus directe. Et on a eu, au-delà de cette question du voyage physique, tout un pan d'études sur les jeunesses arabes, qui s'est intéressé à leur communauté imaginaire. C'est-à-dire comment est-ce que dans leur imaginaire, les jeunesses arabes développent ou essaient de transcender les frontières. Donc on a eu des études, par exemple, qui se sont intéressées au rapport qui peut exister dans l'imaginaire avec la Palestine, une question qui cristallise bien des engagements et bien des perceptions aussi. On a également eu des choses sur, par exemple, le rapport
à la figure de Ben Laden ou à la figure de Hassan Nasrallah, le leader du Hezbollah libanais, particulièrement pendant la guerre au Sud-Liban en 2006. Et donc, on voit qu'on a toute une littérature qui s'est concentrée sur ces questions bien précises, en délaissant un petit peu la question des loisirs. On a enfin eu quelque chose, tout un pan de la littérature qui s'est intéressé de façon moins directe aux jeunesses, mais à travers l'engagement politique, en essayant de souligner combien finalement autour de la jeunesse se structurait un certain nombre de lieux, particulièrement l'université, qui étaient des lieux finalement de socialisation et qui créaient une variable générationnelle très forte. Donc au-delà de toute cette littérature que j'ai essayé de présenter très brièvement sans entrer dans le détail, il nous a semblé que c'était intéressant de se tourner vers le temps libre. Donc de ne pas s'intéresser à l'engagement de façon directe, de ne pas s'intéresser non plus aux logiques de migration, et de ne pas s'intéresser non plus à l'emploi ou à l'employabilité des jeunes. Alors, c'est l'idée d'approcher par les loisirs, je l'ai dit en introduction, nous avait semblé stimulante parce que à travers elle, on peut justement aborder toutes ces autres questions. Et on les aborde à travers des pratiques qui sont des pratiques souvent assez banales, qu'on voit dans l'espace public, que chacun des auteurs ou des participants au projet a pu remarquer sur ces terrains, sans que forcément ce soit le cœur de leur travail. Alors, c'est ce qui est aussi intéressant avec les loisirs, c'est que ces loisirs-là contribuent à ce qu'on pourrait dire faire génération. C'est-à-dire que au-delà d'un certain nombre de clivages extrêmement forts, qui vont être des clivages sociaux, qui vont être des clivages géographiques, qui vont être des clivages linguistiques, etc., il y a malgré tout un certain nombre de choses, de pratiques, qui sont partagées par une génération, et donc qui vont distinguer la génération d'aujourd'hui, ou les générations d'aujourd'hui, de celle d'hier, et qui vont singulariser également la région par rapport aux autres régions du monde. Alors, une des questions importantes, c'est de comprendre que les usages des temps libres sont extrêmement variés, notamment parce que l'usage du temps libre n'est pas le même selon des contraintes, enfin, je veux dire selon les catégories sociales et selon les sexes. Et donc, on a parfois une attente, un temps libre qui va être un temps contraint. Parfois, on a un temps libre qui va être un temps du bon plaisir. Et parfois, on a aussi un temps libre qui va être libre et non institutionnalisé. Donc, sur les sociétés arabes se caractérisent dans leur ensemble, en dépit de différences évidentes de niveau de chômage, etc., par un temps libre qui apparaît comme particulièrement important. C'est-à-dire que les vacances ou le loisir ne serait pas gagné sur le travail, mais on pourrait presque dire que dans un certain nombre de cas, c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que le travail et les études seraient gagnés sur les loisirs. On a par exemple des situations, si on prend le cas d'étudiants, on se rend compte que les grèves dans l'enseignement supérieur, par exemple, font que beaucoup d'années se trouvent annulées à l'université, et donc on a finalement une attente de l'occupation plus qu'une attente du temps libre. Ça, c'est une spécificité qui est sans doute assez importante et qui convient de prendre en compte.
Alors si on accepte cette idée-là que finalement les sociétés du monde arabe sont largement marquées par ce temps libre, on peut dans le même temps comprendre que le temps pour soi, dans le cadre de ce temps libre, n'est pas si fréquent. Et donc on a finalement peu d'occasions d'avoir vraiment du temps pour soi. En effet, on a des horaires qui se trouvent imposés, on a particulièrement pour les femmes l'absence d'un espace intime, la présence de tiers masculins par exemple pour les femmes, ou des contraintes juridiques qui empêchent, si on considère les femmes saoudiennes, de voyager à leur guise. Et donc on a un certain nombre de contraintes qui vont être des contraintes institutionnelles, des contraintes traditionnelles liées à la famille, qui viennent à chaque fois encadrer le temps libre. Et donc cette idée-là d'encadrement du temps libre nous amène à nous interroger également sur les institutions politiques et sociales, et de réaliser que ces institutions-là jouent un rôle assez complexe dans le monde arabe. C'est-à-dire que si on essaie un petit peu de comparer avec l'Europe, on a tout un tas de travaux qui se sont focalisés sur l'émergence des loisirs en Europe et qui ont souligné l'importance des institutions, qu'elles soient l'Église, l'État ou l'école, par exemple, ou les mouvements politiques, et qui ont largement contribué à encadrer et on pourrait même dire à discipliner le loisir. Si on essaie de comparer maintenant, on se rend compte que globalement, alors il y a un certain nombre de nuances évidentes selon les pays, mais dans le monde arabe, l'institutionnalisation du loisir apparaît comme comparativement faible. Alors elle est bien évidemment pas inexistante. Si on pense par exemple aux clubs qui, notamment en Irak, étaient particulièrement développés, mais elle reste faible. C'est un petit peu contre-intuitif dans le sens où on aurait pu estimer que les États autoritaires auraient investi de façon particulièrement forte le domaine de la jeunesse et auraient cherché à l'encadrer, mais on se rend compte qu'en dehors d'un certain nombre d'expériences assez ponctuelles, notamment sous le régime nassérien en Égypte, ou encore en Irak avec ce qu'on appelait les lionceaux de Saddam, les tentatives d'embrigadement de l'enfance et de la jeunesse ont été assez limitées. Et pire, quand il y a eu une tentative de développer justement cet embrigadement, ces tentatives ont largement échoué. C'est en tout cas la conclusion qui est faite par une chercheuse, Assia Boutaleb, qui a travaillé sur les mouvements de jeunesse en Égypte. Alors, je l'ai dit, historiquement, on a une forme de faiblesse de l'institutionnalisation des loisirs, et aujourd'hui, on se rend compte que cette institutionnalisation elle apparaît comme certes croissante, mais elle passe par des canaux un petit peu détournés, et elle passe particulièrement par des financements étrangers. C'est-à-dire qu'on a une forte dépendance des clubs, des associations d'encadrement des jeunes à des financements étrangers, particulièrement européens. De la même manière, quand on pense à la place qui est occupée par les camps d'été pour les réfugiés palestiniens, ces camps d'été sont massivement organisés par l'UNRWA, et c'est seulement en réaction par l'ONU, c'est seulement en réaction à cet investissement par l'étranger de cette question-là qu'on a les partis politiques et le Hamas en particulier qui ont cherché à développer leur propre camp de jeunesse. Une autre question qui est importante quand on aborde la question d'institutionnalisation, c'est bien évidemment celle des églises, entre guillemets, c'est-à-dire des acteurs religieux pris au sens large. Et là, on se rend compte que on a un certain nombre de différences qui existent entre
ce qu'on pourrait appeler les mondes chiites et puis le monde sunnite. C'est-à-dire que dans les régions sunnites, l'absence de centralisation de l'autorité religieuse a largement retardé une forme de prise en charge de la jeunesse par l'institution religieuse. C'est-à-dire qu'on a eu une atomisation très large des initiatives, avec, on va dire, chaque mosquée qui tente de créer, d'avoir des camps d'été, par exemple, d'apprentissage du Coran, etc., qui finalement, parce que c'est largement atomisé, ne fonctionne pas très très bien. Alors cette absence de centralisation qui, encore une fois, distingue le côté sunnite du côté chiite, ou au contraire, du côté chiite, et particulièrement au Liban, on a un surinvestissement de la dimension de la jeunesse à travers le Hezbollah, mais donc dans le monde sunnite, ça a historiquement été assez peu le cas. On a aujourd'hui un certain nombre de dynamiques qui tentent de créer des mouvements beaucoup plus populaires, beaucoup plus larges. On peut, par exemple, penser au mouvement lancé par le prédicateur égyptien Amr Khaled, Sinar al-Hayat. Donc, il a lancé un mouvement des créateurs de vie, qui sont des mouvements qui s'appuient sur ses activités, lui, de prédicateur à la télé, et qui ont plutôt bien fonctionné, qui là marquent une forme de rupture et qui vont vers une institutionnalisation plus forte du rôle des acteurs religieux. Alors quand on a dit ça, on constate que finalement la plupart des loisirs dans le monde arabe, avec encore une fois, je ne dirais jamais assez, mais avec des différences fortes entre les pays, et si vous voulez pendant l'échange on pourra essayer d'affiner un petit peu, mais il reste que dans la région, cette faiblesse de l'institutionnalisation a donné un rôle essentiel à des loisirs non institutionnalisés. On peut penser au rôle des cafés et des bars, le rôle de la rue prise au sens large, avec un certain nombre de figures très fortes qui en sont issues, parmi lesquelles la figure du hittiste en Algérie, et aussi les loisirs qui se déroulent dans l'espace familial, qui continue à occuper une place très importante. Si on essaie de réfléchir aux nouvelles tendances, il y a bien évidemment la centralité qu'occupent aujourd'hui les loisirs sur Internet. Alors il y a Yves González Quirano qui travaille sur l'Internet dans les pays arabes, donner des chiffres sur, je crois que le taux de pénétration, enfin je veux dire le nombre de vidéos regardées en Arabie Saoudite sur YouTube est par habitant l'un des plus élevés au monde. Et donc ça signale bien ce surinvestissement, la place que joue aujourd'hui Internet, mais encore une fois de façon largement désinstitutionnalisée. Alors face à l'ensemble de ces dynamiques que j'ai essayé de tracer très succinctement, il faut, à mon sens, avoir en tête deux problèmes possibles. C'est-à-dire que le premier, c'est d'essayer d'avoir une approche qui n'essaie pas d'être normative et qui n'essaie pas de spécifier un certain nombre de loisirs qui seraient des bons loisirs et qui stigmatiserait d'autres pratiques qui seraient mauvaises ou criminalisées. Alors quand on regarde les loisirs et qu'on a essayé de les étudier, on a été confronté à un certain nombre finalement de rejets
de loisirs. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre eux n'ont pas vocation à recevoir l'assentiment du lecteur, du public, notamment du public occidental, mais également du public arabe. On a un certain nombre de loisirs qui ne sont pas sympathiques. Et que parmi ces loisirs sympathiques, il faut, essayer de les approcher de façon nuancée. Et quand bien même on a des loisirs qui vont chercher à stigmatiser l'autre, on peut penser par exemple aux loisirs qui tournent autour de l'internet salafi, il faut essayer d'avoir une approche nuancée et comprendre en quoi finalement ces loisirs désagréables sont également révélateurs de dynamiques fortes dans les pays et les sociétés étudiées. La deuxième question qu'il faut veiller à intégrer, c'est justement celle de loisirs qui seraient autochtones et donc d'une certaine manière qui seraient considérés, selon le regard, soit comme légitimes, soit comme rétrogrades, et ces loisirs autochtones seraient opposés à finalement des pratiques qui seraient importées et qui, encore une fois, selon le regard, selon là où on se place, seraient perçues soit comme parce qu'elles sont importées, c'est des pratiques progressistes, soit parce qu'elles sont importées, c'est des pratiques qui sont illégitimes. Et donc on a eu toute une réflexion sur justement le rôle que jouent les bailleurs internationaux quand ils financent un certain nombre d'associations qui vont prôner ou mettre en avant des pratiques qui sont des pratiques qui semblent non autochtones, si on pense par exemple au rock, au rap, etc. Et donc comment est-ce qu'on considère ces pratiques-là? Est-ce que forcément elles sont illégitimes ou pas? Voilà. Alors, face à toute la complexité du panel que j'ai essayé un petit peu de dresser, bien évidemment l'exhaustivité est totalement impossible. Nous, on s'est concentré sur 38 cas d'études et on a essayé de rationaliser l'ensemble de ces cas d'études en mettant en avant quatre entrées principales qui viennent toutes finalement spécifier ou singulariser les jeunesses arabes, je l'ai dit, par rapport aux jeunesses précédentes, par rapport aux vieux ou aux plus jeunes, encore par rapport aux enfants, et par rapport aussi aux autres régions du monde. Alors ces quatre entrées principales sont donc viennent s'articuler autour de questions sur justement la spécificité de chacune de ces générations, la spécificité de ces loisirs, et sur leur rapport aux générations précédentes. Alors, loin d'être atemporel ou déconnecté, on voit que les pratiques de loisirs sont des pratiques qui sont éminemment sociales. Elles sont directement ancrées non seulement dans des enjeux, dans des luttes à l'intérieur des sociétés, mais elles sont ancrées de plein pied dans une époque et dans des enjeux forts. Et on voit que ces pratiques-là vont être influencées par, je ne sais pas si c'est visible là, c'est l'ensemble des pratiques qui sont étudiées et qu'on pourra un petit peu discuter plus tard. Et donc, finalement, toutes ces pratiques de loisirs reflètent des mutations qui ont cours dans les sociétés. Je ne sais pas, est-ce que c'est visible pour tout le monde? C'est petit. Oui, c'est petit. Hein. J'avais... Alors donc, pour l'idée principale de cette première entrée, c'est de distinguer 10 figures qu'on peut appeler des figures générationnelles, et de se rendre compte en quoi celles-ci incarnent dans l'imaginaire collectif arabe aujourd'hui, mais également plus largement dans l'imaginaire collectif occidental, les aspects comment ces 10 figures incarnent les aspects singuliers
des jeunesses arabes d'aujourd'hui. Alors ces figures-là, ces 10 figures peuvent apparaître comme en quelque sorte des allégories de différents enjeux qui traversent les sociétés. Alors on a parmi ces exemples là, on a le cas des joyriders, c'est-à-dire de jeunes qui volent des voitures et qui vont faire des rodéos automobiles dans les villes saoudiennes. On a également des supporters des clubs espagnols, du Barça et du Real en Palestine. Également toute une réflexion qui est menée autour des questions de genre à travers des garçons manqués en Arabie Saoudite, ou à travers une révolutionnaire tunisienne qui est considérée comme ayant davantage de qualités masculines, d'honneur, etc. que les hommes, et donc qui vient bousculer un certain nombre de représentations. Alors, toutes ces figures-là ont pour caractéristique de se déployer, ces 10 figures-là qu'on a distinguées, ont pour caractéristique de se déployer dans l'espace public. Elles se déploient dans l'espace public arabe, elles sont donc visibles, et elles sont parfois extrêmement visibles dans le sens où elles occupent très directement l'espace public. C'est le cas des hittistes algériens qui sont une figure, qui incarnent une figure qui s'est développée dans les années au début des années 90 et qui aujourd'hui a tendance un petit peu à être encore discutée, à être et c'est l'objet de la discussion, du chapitre rédigé là par Loïc Lepape, et concerne justement l'actualité ou non de cette figure du hittiste et comment aujourd'hui elle est remplacée dans l'imaginaire collectif par d'autres figures. Alors le fait que ces figures-là se déploient dans l'espace public génère des discussions et des débats dans l'espace médiatique ou dans l'espace politique, et donne souvent lieu à un certain nombre de condamnations qui viennent surligner combien les jeunesses arabes, en dépit de tout ce que j'ai pu dire en introduction, etc., en dépit du renversement auquel on a assisté en 2011, où tout à coup on s'est mis à valoriser les jeunes parce qu'ils étaient dynamiques, parce qu'ils portaient le changement, etc. Mais dans le même temps, ils continuent à être largement stigmatisés. Et un des angles de stigmatisation, c'est via le loisir. Et toute une série là de figures sont largement condamnées dans l'espace public, voire dans un certain nombre de cas, elles vont être criminalisées. Alors cette criminalisation s'appuie sur l'idée qui traverse l'ensemble de ces figures-là, que à travers ces figures, à travers ces pratiques de loisirs, se développe une forme de sous-culture, c'est-à-dire de culture non pas qui serait considérée comme une culture inférieure ou indigne, non pas qui serait une contre-culture qui viendrait directement en opposition frontale à la culture dominante, mais qui est une sous-culture, une culture qui génère un certain nombre, qui s'appuie, qui s'incarne dans des codes, des références qui sont partagées par le groupe et qui fondent une forme d'entre-soi. Et qui est souvent un entre-soi qui est alternatif et qui vient finalement répondre à un certain nombre ou une approche anxieuse ou critique de l'avenir qui est réservé aux jeunes dans les sociétés arabes. De façon tout à fait intéressante, on peut voir que l'ensemble de ces sous-cultures est marqué également par des logiques ou par des dynamiques qu'on peut qualifier de transnationales, dans le sens où elles sont largement conditionnées par des inputs, on va dire, ou elles sont largement nourries par des dynamiques internationales
et elles sont réactives aussi à ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit à travers Internet, à travers la réappropriation d'un certain nombre de pratiques, la présence, par exemple, si on pense au café, enfin la place que jouent les cafés, on voit que les cafés traditionnels ont de plus en plus tendance à être remplacés par des cafés qui sont des chaînes internationales, avec des réappropriations parfois assez amusantes ou maladroites. Par exemple, à Ramallah, il y a un café qui s'appelle Stars and Bucks, qui s'est développé et qui est devenu même une chaîne où on a justement, on perçoit bien la centralité de cette référence internationale et le fait qu'il y ait cette centralité-là des références, des apports de l'étranger, souligne combien finalement ces jeunesses-là sont au cœur de processus de mondialisation. Alors, par-delà la nécessité de présenter ce qui finalement singularise ou ce qui incarne, ce qui fait génération aujourd'hui, la deuxième entrée à laquelle on a pu s'intéresser souligne combien les loisirs s'inscrivent dans un rapport au temps qui est très largement ambivalent. Il est ambivalent parce qu'il est fait à la fois d'enthousiasme, de nostalgie, de rupture, de questionnement, d'héritage et de réinvention. Ainsi, si on a vu que finalement le temps de la jeunesse, au-delà des questions biologiques, est avant tout le temps de la construction de l'avenir, la construction de l'avenir par les études, par la quête d'un bon mariage, par la constitution d'un capital, qu'il soit un capital culturel ou un capital pécunier, on constate à travers ces pratiques de loisirs-là que la construction de l'avenir est largement conditionnée par des pratiques passées ou ce qu'on peut appeler des patrimoines. Et ces loisirs-là, qu'on a, ces neuf loisirs-là, sont tous marqués par des conflits, des identités ou des traditions qui sont héritées puis réinventées. Et on a une centralité d'un rapport un petit peu nostalgique au passé. Et que cette nostalgie s'exprime notamment parce que les sociétés n'offrent que finalement peu de perspectives à leur jeunesse. On a la question du chômage, la question de l'emploi précaire, on a des questionnements politiques qui sont liés à la guerre ou à des conflits qui sont des conflits qui à une fois sont largement hérités et qui fondent finalement une approche largement nostalgique et un rejet de l'époque. Alors cette nostalgie trouve un terrain particulier un terrain de développement particulier parce que les identités collectives ont un poids particulièrement fort. C'est le cas de la famille qui vient souvent encadrer la jeunesse en même temps qu'elle va finalement lui offrir un certain nombre de codes, de clés pour se développer. Alors, ce rapport nostalgique ou ce rapport particulier au passé n'implique pas du tout de la passivité. Je l'ai dit, il implique bien souvent une forme de réinvention. Et cette réinvention est particulièrement visible dans un certain nombre de domaines. C'est le cas dans le domaine religieux, que ce soit au sein des identités musulmanes ou même des minorités chrétiennes, où on a un fort poids du passé, mais des logiques importantes de réinvention et d'individualisation, ou ce qu'on pourrait appeler aussi de bricolage. Alors au-delà des questions religieuses, on a également un réinvestissement à travers la politique
et un réinvestissement également des pratiques de création artistique qui sont particulièrement intéressantes. Alors, juste la troisième entrée à laquelle on peut finalement s'intéresser est liée, encore une fois, au poids des identités. En effet, je veux dire, le poids du passé et des identités héritées n'est pas uniquement facteur de réinvention ou d'accommodement. Il peut constituer une contrainte extrêmement forte. Et à travers ces 9 pratiques-là qui sont listées ici, on constate que justement cet héritage est parfois extrêmement lourd, et que si les sociétés, je veux dire, du monde arabe ne sont pas spécifiques en la matière, il reste que malgré tout, le processus de construction de soi et le processus de construction d'un individu qui est autonome est largement contraint encore. On le voit par exemple avec un cas qui est traité par quelqu'un qui est dans la salle sur les chambres à coucher individuelles. On a une faiblesse particulière de ce qu'on peut appeler la culture de la chambre individuelle, alors même que tout un tas de travaux historiques ont montré combien finalement cette constitution d'un espace autonome de l'intime avait joué dans les sociétés européennes une place absolument centrale, et que l'éveil de l'individu passait également par cette on pourrait dire sacralisation, mais cette reconnaissance de la nécessité d'un espace intime. Et donc on a toutes ces contraintes qui viennent finalement, qui peuvent être perçues comme sous l'angle de l'aliénation. Alors cette idée qu'on aurait un certain nombre de pratiques qui seraient réactives à une aliénation doit être nuancée. Je veux dire, si on regarde l'ensemble des pratiques, on constate que un petit peu partout, on a des processus d'individualisation qui se mettent en place. On a, je veux dire, en réaction à la faiblesse si on peut constater la faiblesse de la culture de la chambre à coucher, c'est que dans le même temps, il y a un certain nombre de demandes qui expriment et qui souhaitent avoir un espace de l'intime. Et donc, l'expression de ces demandes est déjà une trace de processus qui témoignent de l'individualisation. De la même manière, on a des questionnements forts autour des identités de genre, qui passent, dans le cas présent, par des cours de self-défense organisés pour les femmes au Caire, en réaction particulièrement au phénomène de harcèlement sexuel. On a également des processus d'individualisation de pratiques qui, pour le coup, à nous, vont nous sembler comme étant des pratiques, quand je parlais de pratiques assez peu sympathiques, mais de consommation du khat, qui est une plante qui est considérée comme une drogue dans la plupart des pays du monde, donc du khat au Yémen, qui a tendance à être consommé de plus en plus de façon autonome et seule. Alors ça vient poser un certain nombre de questions qui sont liées à la normalisation du khat qui deviendrait une simple drogue, alors qu'avant on avait tendance à l'approcher en tant que fluidifiant social, parce qu'on consommait du khat en assemblée, ensemble, et que ça a joué un grand rôle dans la socialisation des hommes et des femmes au Yémen. Alors, malgré ces indices-là forts d'individualisation et donc de capacité à dépasser un certain nombre de contraintes qui sont imposées par les sociétés, on voit que la construction de soi
reste difficile, et que dans le cas par exemple du choix de son lieu de vacances, on a par exemple une étude tout à fait intéressante de Claire Beaugrand que vous trouvez là, les vacances en Europe, univers familier des Golfiens, qui justement vient souligner l'idée que les vacances en Europe ne sont pas tellement un lieu d'émancipation pour les jeunes du Golfe, tout simplement parce que ils ont souvent tendance à voyager en famille et donc à avoir la contrainte familiale, plus ensuite à avoir un certain nombre de stéréotypes qui viennent de stéréotypes sur ce que représente des vacances en famille, et donc où on va reproduire un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques de leur propre quotidien à l'étranger, que ce soit à Londres ou à Paris ou en Suisse. Et donc que finalement cet espace-là de construction d'un individu autonome ne passe pas de façon tout à fait intéressante par ces vacances dans un lieu lointain où finalement on se dit bon, on devrait plus avoir le poids du camp d'Iraton. On est en plus dans des espaces où il y a de l'alcool, où il y a des choses comme ça qui semblent interdites dans les pays dans lesquels ils vivent, et donc qui paradoxalement continue à s'accompagner d'un certain nombre de contraintes. Alors ces contraintes ou les tensions qui sont générées par ce difficile processus de construction de soi à travers les loisirs peuvent générer je veux dire des réactions qui sont assez dramatiques. On a toute la thématique du suicide et une thématique qui est très forte, qui est abordée par un des auteurs, mais je veux dire au-delà du suicide physique, on peut constater un certain nombre de pratiques à risque, de pratiques autodestructrices qui par le biais du loisir cherchent finalement à se jouer des contraintes qui sont des contraintes sociales. On a un texte qui est extrêmement fort et assez dur sur ce qu'on pourrait appeler le bad trip d'une jeune marocaine qui passe, je veux dire, de l'éclate adolescente à la prostitution. Et toutes ces pratiques-là, cette pratique-là témoigne finalement du passage d'un loisir qui peut sembler léger, etc., de sortir le soir, etc., à je veux dire, un délitement total de la personne, y compris sur le plan physique. C'est un texte qui est très marquant. La dernière partie, elle, s'intéresse, c'est la quatrième entrée, qui est celle de l'engagement, du lien qui peut exister entre le loisir, des pratiques, et l'engagement, qui va être un engagement pas nécessairement politique, c'est-à-dire politique institutionnalisée, mais qui va passer par finalement une prise de parole dans l'espace public et un positionnement par rapport à un certain nombre de questions qui sont fortes et qui traversent les sociétés de la région. Alors jusqu'à présent, on avait un petit peu deux idées principales qui structuraient quand j'ai parlé des travaux, des approches sur l'engagement. Ces travaux avaient tendance à considérer que les sociétés, que les jeunesses des sociétés arabes étaient caractérisées par une forme de passivité par rapport à la politique, et elles avaient d'autres études avaient tendance à considérer que finalement la répression organisée par les pouvoirs autoritaires avait produit une forme de politisation qui était soit violente, soit beaucoup plus subtile. Et c'est en s'appuyant sur cette question-là de la subtilité de l'engagement politique qu'on a pu développer, je veux dire, ces études-là. Et en mettant en avant
le fait que finalement les loisirs viennent aussi réinventer un certain nombre de rapports sociaux et de rapports au monde, que cette réinvention passe aujourd'hui de plus en plus par le virtuel, c'est-à-dire par le biais de l'internet, mais qu'elle passe également par la création artistique, mais que finalement elle passe de moins en moins par la dimension institutionnalisée, c'est-à-dire que les partis politiques ne sont pas en situation d'encadrer correctement ou d'encadrer suffisamment ou de générer suffisamment de loisirs pour attirer vers eux un certain nombre d'individus qui ne seraient pas intéressés directement par la question politique. Si on pense, encore une fois, on essaie de comparer la situation, par exemple en Europe était très différente avec les partis de gauche, les partis communistes, qui avaient tout un appareil qui permettait finalement d'aspirer toute une population de futurs militants ou de militants par le biais du loisir. Or ça ne semble pas être le cas des partis, y compris des partis islamistes. Voilà, je vous remercie.